Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. La Fédération autonome de l'enseignement va joindre sa voix à celle de la Commission scolaire English Montreal dans la contestation de la fameuse loi 21 devant le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada. Elle demande à encadrer l'utilisation de la clause dérogatoire. On rejoint Maître Frédéric Bérard, avocat de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonjour Frédéric, je vais t'appeler Frédéric parce qu'on va arrêter de faire semblant que je te connais pas. Bonjour Yasmine, je vais t'appeler Yasmine pour les mêmes raisons. Parfait. Alors, pourquoi aller à la Cour suprême? Le jugement de la Cour d'appel était tout de même assez clair, assez limpide. Il y avait comme pas de place à l'interprétation. Ouais, ben il faut pas oublier que ce qui est en cause ici, c'est la remise en question d'un précédent qui a été rendu par la Cour suprême en 1988 dans l'arrêt Ford. Donc, commence à faire un petit bout de temps, là, on s'entend bien là-dessus. Et que la manière que ça fonctionne devant les tribunaux, c'est ce qu'on appelle un stare decisis. Les tribunaux sont liés par leur propre décision antérieure. C'est donc le rôle de la Cour suprême, qui est le plus haut tribunal du pays, évidemment, de renverser ses propres décisions le cas échéant. Alors qu'il y a des tribunaux inférieurs comme la Cour d'appel qui disent « ben moi, je me maintiens derrière la décision déjà rendue et je m'en mêle pas ». Franchement, c'est pas très, très surprenant. Et on savait depuis le début, bien évidemment, que ceci est un dossier de Cour suprême dans l'optique où, je me répète, seule la Cour suprême peut renverser au final, ultimement, sa propre décision. Mais on dit que vous allez rejoindre la Commission scolaire English Montreal dans la contestation à la Cour suprême du Canada, mais c'est pas nécessairement pour les mêmes raisons. Expliquez-nous la différence entre la contestation de la Commission scolaire English Montreal versus la contestation de celle de la FAE. Ben, en fait, ça n'a absolument rien à voir essentiellement. La MSB, ce qu'elle fait, c'est qu'elle invoque l'article 23 principalement de la Charte sur les droits éducationnels de la minorité linguistique du Québec, c'est-à-dire les anglophones, plus un article sur 28, l'égalité homme-femme. Nous, à la FAE, on n'est pas là du tout. Et je te dirais qu'on parle même pas tant de laïcité. C'est même pas ça le sujet principal, si je peux dire. C'est la porte d'entrée. Mais le vrai sujet, c'est quoi? C'est la dérogatoire. Et la dérogatoire, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Elle permet de suspendre l'ensemble des droits applicables au Québec, ailleurs au Canada aussi, sans même qu'il y ait de discussion potentielle, sans même que le législateur soit obligé de faire la preuve, par exemple, qu'il poursuit un objectif réel urgent, ce qui mène à certains dérapages, comme on peut voir actuellement, et c'est ce qu'on essaie de freiner, en quelque sorte, en demandant à la Cour suprême d'encadrer la dérogatoire, non pas la bannir, parce qu'on ne peut pas faire ça de toute façon, elle est constitutionnelle, elle est légitime, mais son exercice, par contre, mérite d'être encadré un minimum. Encadrer la clause dérogatoire ou depuis quelques semaines on l'appelle la clause de souveraineté parlementaire. Là, on a trouvé, elle est passée de la clause nonobstant à la clause de souveraineté parlementaire, mais la vérité c'est une clause de dérogation à des droits fondamentaux protégés par non seulement la charte canadienne, mais également la charte québécoise. Les tribunaux, ce que vous leur demandez, est-ce que c'est de déterminer finalement les critères avec lesquels on peut l'invoquer, ou est-ce que vous lui demandez qu'on ne puisse plus l'invoquer de manière finalement, comment je dirais ça? Préventive? C'est ça le mot que je cherchais, préventive. Quel élément que vous cherchez à entendre de la Cour suprême? Ben d'abord, je suis content de t'entendre dire qu'on ne doit pas utiliser le terme clause de la souveraineté parlementaire. Ça, c'est de la novlangue parfaitement orwellienne de certains défenseurs de cette disposition qui essaient de virer complètement le fardeau à l'envers. Quand on utilise la dérogatoire, ben ça le dit, c'est le terme qui est employé dans les deux chartes, c'est qu'on déroge à des droits qui sont fondamentaux. Nous, ce qu'on demande essentiellement, et la Cour suprême, de toute évidence, décidera bien quels critères elle veut appliquer le cas échéant, mais ce qu'on propose, c'est non pas d'empêcher l'utilisation préventive, c'est même pas d'empêcher l'utilisation omnibus, c'est par contre de faire la démonstration de ceci lorsqu'on est législateur et qu'on l'invoque, démontrer qu'on poursuit un objectif réel et urgent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire que tu peux pas suspendre des droits. Le terme fondamentaux ici il est important. Là. Tu peux pas suspendre ces droits-là
sans faire la preuve de quoi que ce soit, comme le fait par exemple le gouvernement Legault quand il utilise les dérogatoires, comme le fait par exemple la Saskatchewan, comme le fait l'Ontario en suspendant les droits de grève il y a de ça 18 mois. Tu peux pas agir ainsi. Donc, l'objectif réel urgent, ce serait quoi? Bien, ce serait de démontrer qu'il y a cette espèce d'esprit-là derrière le recours à la dérogatoire qui est nécessaire, donc qui est réel et qui est urgent, donc il y a quelque chose de sérieux à tout ça. De façon concrète, ce que ça fait, Yasmine, c'est que l'utilisation de la dérogatoire dans la loi 96 ne serait pas un problème parce que promouvoir et protéger le français, par définition, c'est un objectif qui est réel urgent, ça a déjà été reconnu par les tribunaux. Par contre, la loi 21, quand on y pense, jamais le gouvernement du Québec nous a dit pourquoi il voulait nécessairement adopter cette loi-là. Le seul exemple qu'on a, c'est Legault, qui était avec Patrice Roy au Téléjournal. Monsieur Legault, pourquoi vous utilisez la dérogatoire? C'est parce que c'est important en démocratie de faire plaisir à la majorité. C'est parce que c'est pas tout à fait un objectif réel urgent de déroger à des droits pour des motifs électoralistes. Toujours est-il que la loi actuellement s'applique. La loi continue finalement avec le dernier jugement. Elle a donné des ailes à ceux qui la supportent et qui voient en toute contestation finalement, c'est comme si on oubliait et qu'on faisait fi de la volonté non seulement populaire, mais une volonté populaire législative, politique, confirmée par les tribunaux. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour entendre que tout le monde la veut, cette loi-là? Ah ouais? Premièrement, c'est pas vrai que tout le monde la veut. Les derniers sondages, je vous dis, puis je me rappelle d'un débat que tu as déjà eu avec Boc Côté, qui disait que tout le monde au Québec est d'accord avec ça. Tu as dit, le dernier sondage, c'est à peine un peu plus de la majorité. 57%. Voilà, il a dit non, comme si c'était une preuve scientifique en soi. Mais bon, laissons ça de côté. Pour le reste, moi, c'est bien rare quand dans une partie de hockey où le match s'arrête en deuxième période. Habituellement, ça prend 3 périodes. Et là, ceux qui se sont mis à faire la parade de la Coupe Stanley après la deuxième période, grand bien leur face, j'espère qu'ils ont eu beaucoup de plaisir. Mais il restera une troisième période à être jouée. On verra ce que la Cour suprême décidera. Du reste, par rapport à ton argument pas le tien, mais tu te fais l'espèce de médium de cet argument-là. Tout le monde la veut, cette loi-là. OK, d'accord. Et donc, c'est quoi l'argument, en fait, essentiellement? Dans un État de droit, quand tout le monde veut une loi, celle-ci est nécessairement juste? Non, c'est déjà arrivé dans l'histoire, on le sait, qu'il y a des lois qui étaient majoritairement populaires ont fini par violer des droits de manière importante. Maintenant, je suis pas en train de dire que ce qui est arrivé avec la loi 21, c'est la fin du monde, c'est pas ça du tout, mais d'empêcher un recours aux tribunaux en disant c'est ça qu'on a décidé à l'Assemblée nationale. Il faut vraiment pas comprendre comment fonctionne un État de droit, une séparation des pouvoirs pour dire des bêtises pareilles. Par preuve, si je te demande de me trouver une seule démocratie dans le monde qui n'est pas fondée sur un État de droit sérieux, c'est-à-dire avec un pouvoir judiciaire, tu vas avoir de la difficulté, j'ai l'impression. Frédéric, prochaine étape, il faut attendre que la Cour suprême autorise finalement cette demande, qu'elle accepte de l'entendre. C'est quoi? Ça ressemble à quoi comme échéancier? Parce que moi, tu sais, octobre 2026, là, j'ai comme ça disons que je prends pas de congé, je pars pas dans le sud en octobre 2026. Écoute, ça sera à la Cour de te dire si tu peux partir en vacances. Moi, j'y suis pour rien. On devrait, si tout se passe bien, si tout se passe comme prévu, obtenir la réponse de la Cour cet été, ni plus ni moins. Et par la suite, la Cour fixera elle-même la date, une date d'audition, c'est-à-dire moi, j'ai l'impression que ça va avoir lieu à quelque part en 2025. Est-ce que je peux te le jurer? Évidemment, non, par contre. On va tellement suivre ça parce que quand il y en a plus, il y en a encore des sagas de la loi 21. C'est pas fini tant que c'est pas fini, comme le dit si bien l'expression. Maître Frédéric Bérard, avocat de la Fédération autonome de l'enseignement. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche de Mise en Onde, aux invités et aux chroniqueurs. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube.